Motorsport, put that thing in sport. Shout it bad, pop it like a court. You a dork, never been a sport. Pull up, jumping out the court. Cotton candy, my cup tastes like the fair. Straight up there, we didn't take the stairs. Face my fears, gave my mama tears. Shifting gears, on the knock get serious. Face all your fears, then get at me. There's so many donuts on them back streets. Sit so high in the nosebleeds. Feel like I can fly, yeah. Sandberg check, Bill Bella check. Take the L at the ball. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Houston, au Texas, l'une des plus grandes villes des États-Unis, réputée mondialement pour être la capitale du pétrole américain, l'une de ces ressources qui ont bâti la richesse et la réputation de cette grande nation, évidemment première puissance mondiale. Eh bien, nous ne sommes pas venus là par hasard, nous sommes venus rencontrer ici, dans les entrailles du Texas, l'un des dignes fils du 237, Luc Mbah a Moute, qui a mis le Texas à ses pieds depuis quelques mois maintenant, depuis qu'il a rejoint les Houston Rockets, l'une des équipes majeure de la NBA et dans laquelle il fait sensation pour le grand bonheur des fans des Houston Rockets. La fusée de Houston, les Houston Rockets qui dominent le championnat de la NBA depuis le lancement de la saison. Eh bien, Luc Mbah a Moute se découvre à vous comme jamais par le passé. Pour la première fois, un journaliste camerounais est venu à la rencontre de cette fierté camerounaise, de cette fierté africaine pour raconter son histoire, pour vivre avec lui quelques moments de son quotidien ici aux États-Unis, ici dans la ville de Houston où il fait sensation aux côtés d'autres grandes stars de la NBA. Donc très heureux de vous amener dans la réalité de la vie de Luc Mbah a Moute à travers ce documentaire qui, ma foi, va certainement vous en dire davantage sur la vie et le quotidien de ce digne fils du 237, comme j'ai dit, ce digne fils du Cameroun, comme le Cameroun s'est en engendré et dans tous les domaines. On connaît tous ceux qui nous ont donné tant de joie dans le football depuis des décennies, dans l'athlétisme. Aujourd'hui, place au basket, place à Luc Mbah a Moute, la sensation camerounaise des Houston Rockets. Comment tu vas? Très bien, voilà. Bienvenue chez nous, merci, aux États-Unis, à Houston spécialement. Tranquille. Et chez moi. Voilà. Donc ici on est chez toi. Ouais, c'est un quartier pas loin du centre de la ville. Oui. Je suis à 7 minutes du centre d'entraînement, je suis à 15-10 minutes des malls, centres commerciaux. C'est un peu localisé centralement, quoi. Et puis moi, ça m'arrange. J'aime toujours être près pas trop loin de là où on s'entraîne, pas trop loin de la salle où on joue. Et pas trop loin des restaurants, des supermarchés, des trucs comme ça, donc c'est bien localisé. C'est pratique. C'est pratique, ouais, on va dire. Ouais. Alors, tu viens manifestement d'aménager, puisque dans tous les cas, tu viens d'arriver dans cette ville où ta carrière se poursuit. Après, je crois, à Los Angeles où tu étais installé préalablement. Raconte-nous un peu. Alors, si on devait revenir en arrière, 10, 12 ans, 15 ans en arrière, avant, avant le Luc Mbah a Moute qu'on connaît aujourd'hui, quel est le jeune homme que tu étais? Comment tu en arrives à devenir aujourd'hui l'un des Africains les plus en vue de la NBA? Mais ça a commencé, je dis, à plus que 15 ans. Je dis, à 17 ans quand j'étais au Cameroun encore. Et mon frère jouait au basket. Oui. Et mon grand frère jouait au basket. Mais mon frère jumeau, quand il était à l'école, au collège Vogue, ils avaient une équipe de basket, donc ils jouaient au basket là-bas. Moi j'étais au collège Victor Hugo. Ouais. Donc le soir, ils revenaient à la maison, ils me disaient ouais, jouons au basket. Donc on essayait de jouer. On avait, je me rappelle, un poteau avec un seau qu'on a mis. Ouais. On a coupé le bas du seau, comme ça c'était. Sur le panier, panier artisanal. Voilà, tranquille. Et comme ça on jouait chaque soir et petit à petit j'ai commencé à aimer le sport. Parce que bien sûr, comme tout Camerounais, j'ai commencé à jouer au foot. Je jouais au foot au quartier avec les amis et tout ça. Mais de plus en plus, plus je jouais au basket, plus je m'entraînais avec lui, plus j'aimais. Et au bout de, je crois, d'1 an ou 2 ans, j'ai commencé à jouer au quartier, au playground comme tous les jeunes. Et j'ai continué à m'améliorer. Et après, je crois 2 ans plus tard, j'ai voulu jouer en club. Et j'ai intégré le club Onyx de Yaoundé. C'est ton tout premier club? Tout premier club, avec le coach Louis Chungi.
et l'assistant coach Hervé Ibama. C'est comme ça que je commence là, nous sommes en 2000, 2001. Là, nous sommes en 2001. Je crois l'année scolaire 2000-2001. Et c'est comme ça que je commence à jouer au basket. Donc, bien sûr, je jouais déjà aussi dans les playgrounds, un peu partout, à Bastos, à Olympique, en Loncac et tout ça. Mais d'une manière professionnelle, en quelque sorte, j'ai commencé avec le club Onyx. Et je joue 2 ans à Onyx. Et après 2 ans, j'évolue très vite. Et je suis sélectionné parmi les jeunes pour aller représenter le Cameroun en Afrique du Sud. Au tout premier camp en 2003, que la NBA organise. À l'époque, ça s'appelait Africa 100. Donc, qui consistait à quoi? C'était les 100 meilleurs jeunes de notre catégorie junior, en fait. Donc de, je crois, 15 à 17 ans. Donc il est regroupé de toute l'Afrique. Et ils allaient en Afrique du Sud, c'est toujours le même concept, mais je crois qu'ils ont réduit le nombre de jeunes. Et c'est pas forcément les meilleurs, c'est aussi par rapport au potentiel aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vraiment les meilleurs. Donc, on regroupait ces jeunes-là et c'était un grand camp de basket avec les joueurs NBA de basket africains à l'époque, comme Desagana Diop, Ruben Boumtche, qui est camerounais, Mamadou Ndiaye, sénégalais, Olumide Odeji du Nigeria, et quelques autres joueurs NBA qui étaient là aussi, quelques coachs et tout ça. Donc, c'est comme ça que je me trouve en train de partir en Afrique du Sud pour le camp de la NBA, Africa 100. Et donc, quelques temps après, je rentre au Cameroun et j'obtiens une bourse pour partir. Et donc, quand tu fais ce camp en Afrique du Sud, tu te dis peut-être que c'est le début de quelque chose de grand qui commence là finalement. Tout à fait, mais aussi. Tu le sens comme ça ou... Si, bien sûr, parce que voilà, chaque fois que. Pour nous, c'était la première fois qu'on était en contact avec la NBA. Et la NBA, c'est le summum, c'est là où tous on rêvait d'arriver. On voyait les Jordan. À l'époque, moi, mon joueur préféré, c'était Tracy McGrady. Mais bien sûr, quand j'ai commencé à jouer, c'était Michael Jordan, Scottie Pippen, comme tout le monde, tout le monde, voilà. Mais c'était le rêve, en fait. C'est là où on voulait tous arriver. Et donc oui, quand je suis allé au camp, je me disais, ouais, c'est ma chance parce qu'il devait normalement avoir des personnels NBA, des scouts, des recruteurs et tout ça. Donc il fallait se donner à fond. Mais j'avais déjà une relation avec un grand frère à moi qui s'appelle Joe Tomu, qui vivait aux États-Unis, qui était scout à l'époque pour Indiana Pacers et qui nous aidait, qui aidait beaucoup de jeunes au Cameroun à venir aux États-Unis, à les placer dans les écoles, les universités et pour continuer les écoles, pour continuer leurs études et jouer au basket. Donc j'avais déjà cette relation-là. Donc j'étais déjà un peu sur le cursus de partir aux États-Unis parce que pour moi, venir aux États-Unis, c'était la meilleure option parce que ça me permettait à la fois de continuer le basket, mais faire le basket et de continuer mes études. Voilà, parce que vous savez, c'est important pour les parents au Cameroun. C'était prioritaire. Voilà. Donc j'ai eu l'opportunité de partir en France, mais mon père n'était pas d'accord parce qu'en France, c'était juste aller dans une académie de basket et être en espoir et jouer au basket 2 fois par jour. Presque abandonner les études et donc mon père ne voulait pas. Par contre, les États-Unis, c'était plus attrayant parce qu'il y avait cette opportunité de continuer les études et faire des études dans des bonnes écoles et avec une bourse qui n'avait pas à payer. Et donc, tu obtiens cette bourse? Exactement. Par quel moyen? Eugène Pewa, qui est à l'époque, c'est un Centrafricain, et à l'époque, il était, je crois, coach de l'équipe nationale de la Centrafrique. Donc, quand je finis, je faisais un examen, je crois que c'était le probatoire, je ne me rappelle plus exactement. Je faisais un examen au centre, le centre c'était le collège Vogt. Donc, après l'examen, je suis allé au gymnase, jouer au basket. Et eux, il y avait le tournoi de la zone 4, je crois, avec la Centrafrique, le Cameroun et je crois le Tchad, le Congo, le Gabon, je ne me rappelle plus trop. Et ils s'entraînaient au collège Vogt. Donc, moi, je suis en train de jouer avec les gars et ils arrivent, l'équipe nationale de la Centrafrique, et là, ils me voient jouer. Et je m'entraîne un peu avec eux au départ et tout ça. Et il me dit, ouais, tu es talentueux, tu peux jouer et tout ça. Est-ce que tu as déjà pensé à aller aux États-Unis et tout ça? Je dis, ouais, mais bon, d'une manière timide parce que je ne le connaissais pas trop. Et donc, il me demande dans quel club je joue. Je lui dis, bien sûr, Onyx. Donc, il décide de venir aux entraînements nous voir jouer parce que, bien sûr, il s'est sûrement dit qu'il y avait d'autres joueurs aussi talentueux comme moi. Qui avaient du potentiel. Donc, il est venu aux entraînements. Quelques temps après, il m'a demandé mes bulletins et actes de naissance, tout ça pour faire des inscriptions aux États-Unis. Bien sûr, moi j'ai donné, mais j'étais toujours un peu dubitatif. Voilà, je me disais, ouais, c'est un Centrafricain, je suis pas trop sûr.
et tout. Moi, j'avais plus confiance à des gens que je connaissais, comme mon grand frère, et des gens que je connaissais déjà ici aux États-Unis. Donc, après quelques temps, justement en Afrique du Sud, quand on arrive au camp, il était là et il nous remet donc les papiers avec la lettre d'invitation de l'école, la bourse et tout. Donc c'est comme ça que, voilà, au retour de l'Afrique du Sud, avec ces papiers-là, je vais à l'ambassade, j'obtiens le visa pour partir aux États-Unis. Exact. Et donc tu débarques ici dans cet environnement de gigantisme absolu. Le petit garçon de Vogt se retrouve à ses repères tout de suite, ou bien tu es un peu comme émerveillé par tout ce que tu vois? Bon, c'est vrai que tout ce qu'on voit à la télé, New York, LA, toutes les grandes villes américaines, c'est ce que je me disais, était les États-Unis partout. Mais quand je suis arrivé, je suis allé à Orlando, qui n'est pas du tout New York ou Los Angeles. Donc j'étais un peu surpris. Et en plus, voilà, on regardait les séries américaines, on voyait les lycées avec 5000 élèves, avec les grands matchs de basket et tout ça. Mais quand je suis arrivé dans l'école dans laquelle je suis parti à Montréal, on avait à peu près 500 élèves, c'était vraiment petit. Donc c'était complètement différent de ce que j'avais imaginé par rapport au film et tout ce que j'avais comme idée. Embarrassiné. Voilà, du basket et de la vie académique d'un élève aux États-Unis qui joue au basket. Mais c'était bien parce que je suis parti dans un cadre qui était super bien pour le basket. Mon coach, c'était un coach qui sortait de Montreux-Trucien, qui est l'un des meilleurs lycées aux États-Unis à DC pour le basket. Et il venait d'arriver à Montréal et il voulait développer le programme. Donc il s'est mis nuit et jour à travailler avec nous. Dont on a profité, on s'entraînait tout le temps. On était dans un bon cadre parce qu'on n'était pas nombreux, donc on a la possibilité de vraiment avoir l'attention. Donc du coup, le fait d'être arrivé dans cette petite ville, entre guillemets, dans ce petit lycée, t'a plutôt permis d'avoir les pieds sur terre. Exactement. Et de bien préparer, outre ton intégration, mais entrevoir l'avenir avec un peu plus d'assurance. Exactement. Que si tu étais peut-être arrivé, pas à New York ou bien, je ne sais pas moi, à LA, ça aurait peut-être été plus difficile. Tout à fait, parce que voilà, Orlando, on était à 35 minutes d'Orlando, donc dans une petite ville. Il n'y avait pas grand chose à faire et en plus on était à l'internat. C'est vrai que je me dis, si j'étais parti à Los Angeles, les distractions, il y en a beaucoup aux États-Unis et on peut facilement se perdre. J'en connais, j'ai des amis qui sont passés par des grandes villes et qui malheureusement n'ont pas eu la même chance. Parce que voilà, ils étaient distraits, il y avait des choses à faire et donc la concentration n'était pas constamment. Moi, ça m'a permis vraiment de me concentrer parce qu'il n'y avait rien à faire, on était à l'internat. Donc tout ce qu'on pouvait faire, on était à 2 pas du gymnase. Donc à chaque fois, dès qu'on a 5 minutes, on va au gymnase, on joue. Et pareil pour les études, les professeurs étaient là, ils habitaient là. Donc si tu as un problème, tu peux parler au professeur ou quoi que ce soit. Donc ça nous a beaucoup aidé. Alors, sport-études, pendant combien d'années, après combien de temps obtiens-tu ton premier contrat professionnel? Donc je reste à Montréal 2 ans. Et après, j'obtiens une bourse pour aller à l'université à UCLA. UCLA, c'est l'université de Californie à Los Angeles. UCLA, comme on l'appelle souvent à l'étranger. Donc j'arrive à Los Angeles, qui est l'une, sinon la meilleure université en termes d'athlétique aux États-Unis, avec plus de 100 titres de champion dans des disciplines différentes. Et c'est l'université la plus titrée au basket de tous les temps, avec le légendaire coach Wooden, Karim Abdul-Jabbar qui allait là-bas, Bill Walton, pour en citer que cela. Donc quelques temps après, j'intègre UCLA qui à l'époque était sur le point de reprendre ce statut d'élite parce qu'ils avaient passé quelques années où c'était pas trop ça au niveau du basket. Et donc ils avaient fait un bon recrutement l'année d'avant avec quelques joueurs qui étaient McDonald's comme Jordan Farmar et Ren Aflalo. Et l'année où j'arrive, l'objectif vraiment c'est de partir au Final Four, de reprendre vraiment retrouver l'élite. Oui. Et ce qui s'est passé justement, parce que cette année-là, on arrive en finale et malheureusement on perd contre l'équipe de Florida Gators ou face à Joachim Noah. Ouais. Et donc on perd en finale contre eux. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2006. 2006, voilà. Et donc la deuxième année, pareil, on est une très bonne équipe, on fait une bonne saison. On arrive en demi-finale cette fois-ci et on rencontre encore une fois de plus Florida et Joachim. Et une fois de plus, c'est encore la pâtée. Le résultat est pareil. Donc voilà, comme ça,
2 fois d'affilée, on arrive à perdre, mais on reste l'une des meilleures équipes de collégiennes aux États-Unis. Ouais. Et donc, ma 3e année, on fait un bon recrutement, on prend Kevin Love, on a Russell Westbrook dans l'équipe qui est là, moi, Josh Shipp, Darren Collison, on avait vraiment une bonne équipe. Et on arrive encore au Final Four, qui est la demi-finale nationale, et cette fois-ci on perd contre Memphis. Et donc après ça, je décide que voilà, après avoir essayé 3 fois de gagner le titre en université, voilà, c'est bon. J'étais très proche de finir mon diplôme et je me dis voilà, c'est le moment de partir pro et d'entrer en NBA, d'entrer dans la draft. C'est comme ça que je me présente à la draft. Et c'est quoi la draft pour ceux qui ne sont pas... Donc la draft, chaque année la NBA organise une draft, c'est-à-dire que c'est le moyen par lequel, l'un des moyens par lesquels les joueurs accèdent en NBA. Donc les joueurs généralement sont recrutés des universités ici, parce que c'est un championnat qui est très regardé où la plupart des joueurs américains passent par des universités et sont recrutés donc par des équipes NBA. Et draft, parce que c'est un nombre limité de places, il n'y a que 60 places. 30 places au premier tour et 30 places au deuxième tour. Donc c'est un peu le cursus, voilà. Ici aux États-Unis, tu vas au lycée, après le lycée tu vas à l'université. Tu es recruté au lycée par une université, tu vas par des universités, tu choisis ton université, tu vas à l'université et après l'université, donc pour ceux qui sont les meilleurs, sont donc draftés en NBA. Voilà. Alors, lorsqu'on est Camerounais et qu'on a ce parcours-là, est-ce qu'à un moment, à un autre, tu n'as pas été intimidé? J'essaie de me mettre un peu dans la peau d'un jeune qui vient d'Afrique, qui est dans cet environnement-là et qui suit ce parcours avec les jeunes Américains qui sont plutôt chez eux, qui sont habitués à tout cela. Et toi, ton parcours, tel que tu le racontes, c'est sans anécope, il n'y a pas d'incident de parcours. Comment tu fais pour rentrer de plein pied dans cet environnement-là et t'en sortir si bien? Il faut dire que voilà, moi c'était c'est tout le talent, c'est quoi? Non, c'est un peu les deux. En fait, il faut dire que moi c'était ma route à moi. Je pense que c'était mon destin d'arriver où je suis arrivé. Mais voilà, je parle de ça comme ça d'une manière générale, mais le vécu journalier, donc au jour le jour, n'était pas facile parce qu'au départ, le fait de ne pas parler l'anglais, c'était difficile pour s'adapter. Le style de jeu, quand on arrive, le style de jeu américain est beaucoup plus physique, beaucoup plus intense, beaucoup plus rapide, athlétique. Au Cameroun, c'est beaucoup plus le style de jeu européen, on est un peu plus... Bien sûr qu'on regarde les vidéos et qu'on voit les matchs, on essaie de faire pareil, mais c'est pas la même chose dans le jeu. Dans le jeu, les coachs sont beaucoup plus tactiques. Ils sont pas comme aux États-Unis où ils laissent les joueurs jouer, c'est beaucoup plus freestyle, un peu plus de liberté. Donc ça, c'était difficile. Donc ça m'a pris, je crois, 1 an pour m'adapter. Finalement, je m'adapte aussi de jeu et ma deuxième année, je fais une très bonne saison. Et c'est d'ailleurs par rapport à ça que je suis recruté par UCLA. Et donc, la deuxième chose, c'est, voilà, quand tu arrives déjà au lycée, c'est un challenge d'être reconnu à sa juste valeur. Parce que voilà, je pense qu'en Floride, j'étais l'un des meilleurs joueurs. Mais malgré ça, j'étais toujours pas classé parmi les meilleurs. J'étais classé, mais j'aurais pu être classé plus haut. Mais bon, du fait que je sois venu de l'Afrique un peu plus tard, les autres, ils ont grandi ici. Donc on les voit jouer depuis qu'ils sont petits. Ils sont classés déjà dès le bas âge et ils évoluent comme ça. Quand tu viens de l'Afrique, c'est difficile pour t'intégrer. Les coachs te voient, ils savent que tu es bon, mais les journalistes et tout le reste, c'est pas facile. Donc il y a ça. Après, quand tu arrives à l'université, il y a un préjudice, il faut le dire, contre les joueurs africains aussi. Parce que les joueurs africains, on se dit, en général, les joueurs africains qui venaient à l'époque, c'était des joueurs grands de taille et costauds. Athlétiques. Voilà. Donc, tout ce qu'on voulait, et tout ce qu'on voulait, la mentalité un peu, ici aux États-Unis, c'est les joueurs africains, c'est des joueurs qui vont venir, qui sont des grands joueurs athlétiques, qui vont faire des blocs, des contres, et qui vont rester que des joueurs physiques, mais qui n'ont pas de talent technique, de bagage. Qui ne sont pas fins. Voilà, qui ne sont pas fins. Parce que bon, à l'époque, les coachs venaient en Afrique, ils voyaient des gars très grands de taille, costauds. Ils disaient voilà, viens, je te fais jouer. Et ils mettaient pivot. Et tout ce qu'ils leur demandaient de faire, c'est tout ce que je veux que tu fasses, c'est contrer, courir, prendre des rebonds. Bon, quand tu es un joueur africain et que tu arrives et que tu joues à l'aile, voilà, il faut que tu shootes, il faut que tu dribbles. Même si tu le fais bien, tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Parce que les coachs, ils ont toujours cette idée-là que les joueurs africains ne sont pas
trop talentueux, ne sont pas techniques, aussi techniques que les Américains. Ce qui est vrai, mais il y a des joueurs africains qui sont très techniques, mais le fait qu'ils aient déjà cette idée-là, c'est un préjudice et ça te suit, voilà, c'est des clichés, ça te suit, ça m'a suivi au lycée, ça m'a suivi à l'université. Donc, même pour m'imposer à l'université, il a fallu travailler 10 fois plus dur que les autres. Et même quand tu travailles plus dur que les autres, tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, tu es toujours critiqué d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, il y a ces obstacles-là que... Et même aujourd'hui, hein, je pense qu'en tant qu'Africain, on les vit toujours. Donc c'est un challenge qu'on a constamment en tant qu'Africain, malheureusement. Mais j'espère que nous, avec ce qu'on fait aujourd'hui, avec ce que d'autres joueurs africains comme Joël, par exemple, qui est un pivot aujourd'hui, qui est Joël Embiid, je parle. On va en parler. Qui est très talentueux, qui peut shooter, qui a un bagage technique énorme. Autant ce genre de choses, voilà, ça changera ça un peu. Participe à changer un peu la mentalité et à aider les jeunes Africains qui viennent derrière nous, qui n'auront peut-être pas à dealer avec ce genre de choses. Ouais. Donc, après ce parcours scolaire et universitaire, donc on arrive finalement, tu es à la NBA, premier contrat professionnel. La lumière, les paillettes, les strass et autres, boum, badaboum. Ouais. Et la grande carrière commence. Ouais. Nous sommes en 2008. 2008, ouais. 2008. C'était où le premier contrat? Milwaukee Bucks. Donc je suis drafté par Milwaukee, 37e choix. Et voilà, je débarque à Milwaukee, une ville au Midwest, au milieu des États-Unis. Et je commence ma carrière. Très vite, il y a un assistant coach qui m'a beaucoup apprécié, qui a apprécié mon jeu et qui m'a beaucoup aidé à m'intégrer. Donc je m'entraînais avec lui constamment, je faisais des entraînements avant, après l'entraînement de l'équipe, je faisais des entraînements individuels. Et il me donnait des astuces, comment faire pour m'intégrer dans l'équipe et pour être vraiment un joueur majeur. Et l'une des choses qu'il m'a dit, c'est je te vois que tu es un super défenseur, concentre-toi sur la défense. Et le coach, ce qui est sûr, c'est qu'ils auront besoin de ta défense parce que voilà, quand tu es sur le terrain, ça nous permet de gagner tout ça. Et c'est comme ça que je me concentre sur la défense et très vite ça marche. J'arrive à m'intégrer comme l'un des meilleurs défenseurs de l'équipe et c'est comme ça que je prends ma place dans l'équipe. Bah justement, avant de continuer à dérouler cette carrière fantastique, je voulais qu'on s'arrête un peu sur ton jeu à toi. Comment tu le décris ton jeu? Quel type de basketteur es-tu? Ben, moi je pense que je suis un joueur complet, un joueur qui peut faire un peu de tout. Je peux attaquer l'anneau, je peux shooter, je peux driver et puis j'ai un très haut QI basket. Donc voilà, je pense qu'il y a très peu de joueurs qui sont complets en général. La plupart des joueurs, c'est soit des très bons shooters, des très bons drivers, très bons défenseurs, ou qui ont un ou deux aspects du jeu qui font très bien, mais pas tous les aspects du jeu qui font assez bien. Et moi, je pense que je peux couvrir un peu tous les aspects du jeu. Et puis bon, c'est ça qui m'a permis de... Parce que souvent, justement, dans le basket, on a tendance à ne voir que ceux qui shootent. Ceux qui shootent, voilà, exactement. Un peu comme en football, on voit les attaquants. Ouais. On ne voit pas nécessairement ceux qui sont au milieu de terrain, qui font la récupération et autres. Ouais. Donc, je te définis plutôt comme, on va dire quoi, un arrangeur de jeu. Wow, je ne sais pas si c'est le mot pour comparer avec le foot, mais ouais, en fait, c'est quelqu'un qui passe, qui est polyvalent, qui peut jouer. Aujourd'hui, tu es plus à l'aile. Je suis plus à l'aile aujourd'hui. Ouais. J'ai toujours été bon à l'aile, mais en fait, c'est parce que par rapport à mes aptitudes défensives, j'ai toujours été contre le meilleur joueur adverse, de l'équipe adverse. D'accord. Si c'est un joueur qui est à l'aile, je vais défendre sur lui. Donc, à ce moment-là, je joue à l'aile. Si c'est un joueur qui est à l'intérieur, sauf les pivots en général, je vais défendre sur un ailier fort. Ouais. Donc, ouais, généralement, voilà, ça fait partie aussi de mon jeu. Cette capacité d'être à différents postes à tout moment. Quoi. Alors, en arrivant aux États-Unis, je suis tombé sur un fait qui, on va dire, je me permets, qui faisait l'actualité, qui faisait un peu le buzz. On parlait de toi comme ayant battu un record qui date de 20 ans. Le record parle de quoi? Qu'est-ce que tu as réalisé de si grand pour que les médias américains s'arrêtent sur ce fait spécifique pendant des jours et des jours? Ouais, en fait, j'ai eu un plus et moins, plus et minus. Plus et moins, c'est une catégorie en fait qui mesure ton impact sur le terrain. Oui. Et généralement, c'est au nombre de différentiels de points. D'accord. Donc, quand tu es sur le terrain, l'équipe est à plus 10, plus 15, plus 20. Ou pendant ce match-là, quand tu étais sur le terrain, l'équipe a plutôt mal joué. Ils étaient à moins 5, moins 10, moins 20. D'accord. Et donc,
Ouais, le record c'était 52, plus 52 et donc j'ai fait plus 57. Et c'est le plus gros plus qui ait jamais été enregistré depuis qu'ils ont commencé à enregistrer le plus et moins. Donc c'est assez spécial. Moi j'ai pas réalisé en fait quand j'ai joué. Ça c'est énorme, c'est quelque chose de waouh. Ouais, c'est quelque chose de waouh parce que c'est très rare déjà d'avoir 50. En général les plus et moins c'est dans les 20, 30 au plus 40. Et d'avoir 57 c'est vraiment... Alors on a attendu 20 ans pour voir le record précédent battu. Ouais. Peut-être que là, avec cette nouvelle borne, on va attendre 40. Ben, j'espère qu'il ne sera jamais battu pour que je reste dans les annales. Mais les records sont faits pour être battus. Mais bon, j'espère que celui-ci ne sera pas battu. Mais s'il est battu, ce ne sera pas maintenant de toute façon. Non. En tout cas, on te félicite pour cela. Tu es un digne garçon, un digne fils d'Afrique, un digne fils du Cameroun qui représente valablement notre terre dans ce gigantesque pays, dans cette ligue majeure qu'est la NBA. Pour revenir un peu au Cameroun et à ton rapport au Cameroun, notamment à l'équipe nationale, on a vu quelques apparitions. Après, depuis quelques temps, plus rien. Qu'est-ce qui se passe avec l'équipe nationale? L'équipe nationale, comme tout Camerounais, j'ai toujours rêvé de représenter le vert ou jaune. J'ai toujours rêvé de porter les couleurs du pays. Je pense qu'il n'y a rien de plus noble. Et même en tant qu'athlète, il n'y a rien de plus valorisant que de porter les couleurs de son pays et de représenter dans une compétition internationale. Ce que j'ai fait d'ailleurs en 2007, je crois. Quand j'étais à l'université, où on allait en finale de la Coupe d'Afrique, on a perdu contre l'Angola en Angola. Et en 2013, je crois 6 ans plus tard, en Côte d'Ivoire, malheureusement cette année-là, on avait perdu en quart de finale, je crois, contre la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Parce qu'il faut aussi avouer que nos carrières, c'est pas comme le foot où les équipes, ils veulent que vous allez en équipe nationale parce que ça aide les joueurs. Sur le plan international, ça aide les joueurs, même au niveau des recrutements, pour que les joueurs se fassent connaître et tout ça. Au basket, c'est complètement différent. Les équipes NBA, en général, sont contre les équipes nationales, spécialement quand c'est les équipes nationales africaines, parce que c'est pas bien organisé en général. Il faut payer une assurance. Donc, ça, à l'époque, c'était un problème, mais aujourd'hui, c'est plus facile. Mais en général, c'est pas bien organisé. Et les équipes, généralement, spécialement... C'est pas bien organisé en Afrique. C'est pas bien organisé, non. Ouais. La preuve, la dernière Coupe d'Afrique, elle était annoncée au Congo. Et je crois 1 ou 2 mois avant la Coupe d'Afrique, quelques mois avant, elle est annulée et annoncée, je crois, en Angola. Et encore quelques temps après, annulée et annoncée dans un autre pays. Finalement, je pense qu'elle s'est déroulée. Ils ont changé de date, je crois, 2 ou 3 fois. Et finalement, elle s'est déroulée en Tunisie et au Sénégal. Et je crois qu'il y avait 2 ou 3 pays qui ont finalement... Donc c'est pas bien organisé. Et donc et non seulement on a ça de ce côté-là, les fédérations c'est pas organisé du tout. Donc au niveau du joueur, de ce qu'il y a de prendre soin de soi, que ce soit avec les kinés, les médecins et tout ça, les équipes investissent beaucoup d'argent chez nous. Donc de voir cet investissement-là être risqué dans ce genre de mauvaise organisation et tout ça, les équipes généralement décourage les joueurs pour aller en équipe nationale. Donc quand tu es jeune, ça pèse beaucoup parce que tu es sous contrat, tu es encore encore te prouver, donc tu es obligé d'écouter l'équipe, écouter ce qu'elle te dit. Donc les premières années de sacrifier. Donc les premières années pour moi, c'était pour ça que je sacrifiais. Donc après, c'était des situations délicates pour moi parce que ça coïncidait, je crois qu'en 2011 ou en 2015. Ça coïncidait à les années où je devais signer mon contrat. Ouais. Donc en général, quand tu dois signer un contrat, c'est pas conseillé de jouer en équipe nationale avant que tu ne signes ton contrat. Donc moi, du coup, ça c'est mon gagne-pain, donc je suis obligé de faire ce que je dois faire pour gagner ma vie. Et 2 fois, l'équipe nationale prenait un coup. Ouais. Et donc après, pour récemment, je pense que il y a eu un problème parce que l'équipe nationale en elle-même n'était pas organisée. Au niveau de la fédération, on ne savait pas qui était coach. La dernière CAN, par exemple, ils se sont retrouvés en train de partir au Brésil. Et du Brésil, ils ont ramené un coach qui est venu coacher à la CAN. Et ils sont partis au Brésil 3 semaines avant la compétition.
Donc 3 semaines avant la compétition, vous n'avez pas de coach. On ne sait pas, il n'y a pas de direction. C'est à la camerounaise. À la camerounaise, donc malheureusement, c'est dommage parce qu'on s'est dit, ouais, si ça était bien organisé, c'était mieux organisé, ça nous aurait permis de venir. Mais est-ce que c'est important pour toi de jouer pour le Cameroun? Ouais, c'est important, je pense que c'est important. Mais après, je pense que chacun doit aussi prendre soin de son propre gagne-pain parce que c'est ça le plus important. Je pense que c'est important de représenter des couleurs et tout ça, mais ce qui te permet d'être à ce niveau-là, de le faire cela, c'est ce que tu fais en club, c'est ce que tu fais par rapport à ton contrat ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est la priorité. D'accord. Mais le train n'est pas tiré définitivement? Non, le train n'est pas tiré. Le train n'est pas tiré. J'ai 31 ans aujourd'hui, donc... mais malheureusement, le format d'organisation a un peu changé. À l'époque, il y avait l'Afro-Basket. Donc, chaque 2 ans, il y avait un tournoi. Et toutes les équipes, les équipes qui se qualifiaient venaient. On jouait à l'Afro-Basket. Et je crois que les 3 premiers sont qualifiés soit pour la Coupe du Monde ou pour les Jeux Olympiques en fonction de l'événement qui suit. Donc, cette fois, je crois qu'ils ont changé le format où ils ont des regroupements qui font plutôt pendant l'année. Je crois qu'il y a un d'ailleurs qui se passe en ce moment au Cameroun. Et donc, c'est beaucoup plus difficile. L'objectif, c'était de permettre aux équipes nationales, aux populations, de voir leurs équipes nationales jouer, un peu comme au foot, dans leur pays. C'est pas comme c'était à l'époque. Mais bien sûr que voilà, si l'opportunité se présente et que toutes les conditions sont réunies, j'aimerais bien avoir la chance de participer à la Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques, à l'équipe nationale. Je pense qu'il n'y a rien de plus honorifique. Est-ce qu'on ne peut pas penser que vous qui êtes ici, Camerounais à la NBA, qui avez donc non seulement la visibilité, l'aura, le talent, un peu de savoir-faire dans le management des équipes, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que vous soyez un peu plus impliqué dans la structuration de la fédération et autres, parce qu'on vous sent un peu distant de tout ça, vous dites bon, ils n'ont qu'à se débrouiller, ou bien qu'ils mettent d'abord de l'ordre avant éventuellement qu'on vienne. Est-ce que ce n'est pas un peu une forme de démission par rapport à cela? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que Luc Mbamute et d'autres conseillent la fédération, mettre un peu plus la main dans le cambouis pour essayer de normaliser les choses? Ouais, je pense que c'est une manière intéressante de voir la chose, mais je pense que nous on reste joueurs. Et j'aime bien... je suis de ces personnes-là qui pensent que chacun doit rester dans son couloir. Bien que on peut être consulté pour un avis ici ou là, mais je pense que chacun doit rester dans son couloir. Pour nous, les joueurs, c'est de venir donner le maximum de ce qu'on peut et mouiller le maillot, représenter le pays au plus haut possible. Après, bien sûr, on peut nous poser une question par rapport à un coach ou par rapport à une décision qui doit être prise en tant que joueur clé de l'équipe nationale. Mais ce n'est pas à nous de devenir des general managers de l'équipe nationale ou de prendre des décisions. Je pense que là, chaque fois qu'un joueur, à mon avis, essaie de déborder, il y a une petite perte de... Voilà, il y a un désordre qui se crée. Parce qu'après, c'est un peu le cas au football, on entend ça tout le temps avec les footballeurs. Bon, je sais pas, moi je connais pas trop bien ce qui se passe. Mais je pense qu'à chaque fois que ça commence à être, où les joueurs commencent à devenir coach, où les joueurs commencent à devenir sélectionneurs, ou des sélectionneurs qui commencent à devenir, essayer d'être joueurs, ou des responsables administratifs qui essayent de dire aux joueurs comment jouer ou qui essayent de coacher, il y a un désordre qui se crée. Donc moi j'ai toujours opté pour ne pas amener ce désordre dans le basket. Donc voilà, si on me consulte et qu'on me demande mon point de vue sur une ou deux choses, bien sûr je le donne. Si on a besoin d'aide par rapport à aider, mettre en connexion avec un coach ici ou bien la personne qui pourrait faire ça, bien sûr je donne mon point de vue, mais c'est pas à nous, joueurs, de venir pour moi prendre ces gens. Faire le job des autres. Voilà, faire ça. Mais des contacts quand même avec la fédération ou pas? Ouais, mais très peu dégradé au fil des années. À l'époque, quand je jouais encore beaucoup en équipe nationale, mais au fil des années, non, c'est dégradé. D'accord. On va continuer cet entretien en allant à la découverte de ta belle ville de Houston. Je vais te montrer un ou deux endroits qui sont tes endroits préférés. On aura l'occasion encore évidemment de revenir abondamment sur cette carrière et sur tes projets actuels et à venir.
Luc, le Cameroun, notre pays, vit depuis quelques années des crises importantes. Il y a déjà la guerre contre Boko Haram qui dure depuis maintenant 3-4 ans. Et puis il y a depuis quelques mois surtout la crise anglophone avec ces derniers développements. Est-ce que depuis les États-Unis où tu es installé, où tu vis, tu suis quand même ces actualités? Est-ce que c'est des sujets qui te préoccupent? Mais bien sûr, en tant que fils du Cameroun, fils de l'Afrique, je me préoccupe de tout ce qui se passe en Afrique. Bien sûr, c'est chez moi, c'est ma terre natale et je suis très affecté par ce qui se passe au Cameroun, bien sûr. Boko Haram, c'est une tragédie qu'on a vécue, nous, ici à l'étranger, très difficilement parce que voilà, de savoir qu'au Cameroun, il y a des attaques, des attentats terroristes, des choses comme ça. C'est assez effrayant parce que nos familles sont là-bas, nos frères sont là-bas, on connaît des amis qui sont au nord. Et moi j'ai de la famille au nord, j'allais souvent là-bas en vacances. Donc maintenant de savoir que je ne peux même plus aller là-bas et de savoir que bon, voilà, mes amis et ma famille là-bas sont pas en sécurité, ouais, ça nous affecte, ça m'affecte personnellement. Mais bon, je pense que jusqu'ici, de ce que j'ai appris, ce qui a été fait par rapport à les mesures qui ont été prises par le gouvernement, c'est assez positif. Partir de là où ils étaient, aujourd'hui je pense que la lutte contre Boko Haram est en train de basculer du côté du Cameroun. Et ça, on est fiers de voir qu'il y a des choses qui ont été faites par notre gouvernement, par le gouvernement américain qui a apporté son aide. Et d'autres pays aussi, d'autres organismes qui s'y sont mis pour combattre ce genre de Boko Haram. Mais je pense que avec des efforts voilà, que ces gens font, le gouvernement et tout, et voilà, le positivisme, le togetherness, qu'on soit tous ensemble, unis pour combattre ce genre de choses. Je pense que c'est dans cette mesure, dans ces situations que vraiment nous, Camerounais, devons être soudés pour combattre l'ennemi ensemble. Voilà. Alors un sujet qui semble nous diviser malheureusement depuis quelques temps, c'est la crise anglophone, la crise dite anglophone. Alors elle est arrivée, on ne va pas dire de manière impromptue, inattendue, mais elle a quand même depuis fin 2016 connu des développements qu'on ne pouvait pas facilement pronostiquer. Là, c'est vraiment un vrai sujet de préoccupation. Est-ce que tu penses, Luc, que là, le Cameroun vit peut-être sa plus grosse crise, son plus gros défi sur le plan institutionnel et même sur le plan de sa survie en tant que nation, en tant qu'entité unique? Ouais, c'est intéressant parce qu'on vit dans un pays anglo-saxon, donc qui a beaucoup de... La communauté camerounaise ici aux États-Unis est très anglophone, dominée par les anglophones, justement parce que voilà, c'est un pays anglo-saxon. Et au départ, c'est intéressant parce que quand ça commençait, on se disait voilà, c'est pas une crise, ça va pas arriver à ce point-là. On se disait c'est juste voilà, quelques demandes qu'ils font ou quoi que ce soit, comme on se dit souvent. Mais après avoir parlé avec des gens ici et voilà, de voir ce qui se passe au pays, on est obligé de se dire voilà, qu'est-ce qui va arriver de ça. Et nous, en tant que représentants du Cameroun dans la diaspora, pour nous, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est rester soudés, de prêcher l'unité pour qu'on reste ensemble et qu'on passe voilà, cette crise ou cette étape de notre histoire ensemble et qu'on trouve une solution qui arrange voilà, tout le monde. Le Cameroun est un pays de sport. Et de football principalement. Tout basketteur que tu es, j'imagine que tu as vibré avec les 20 millions et quelques Camerounais que nous sommes lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations remportée à Libreville avec brio. Il y en a une autre qui est en préparation, qui va se jouer chez nous-mêmes. Il y a eu quelques bisbilles autour de cette organisation. Finalement, semble-t-il, elle est confirmée pour le Cameroun. C'est une bonne chose que nous puissions accueillir une compétition de cette taille. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Je sais déjà, nous au basket, on essayait d'avoir je crois qu'on a eu la Coupe d'Afrique féminine. Et bien que j'étais ici, je sais que j'ai eu des échos de ce que ça a fait. Oui, c'était énorme. Et c'était énorme. Les filles, elles sont arrivées en finale, elles ont malheureusement perdu. Mais est-ce que organiser un événement comme ça représente pour le pays, spécialement nous au Cameroun, après tout ce qu'on traverse, toutes ces crises, tous ces événements négatifs, d'avoir un truc aussi positif, je pense que ce serait super pour le pays. Le chef de l'État a donné son point de vue, il a dit que ça va se faire, donc on fait confiance et on est derrière eux et on espère que ça va se faire parce que non seulement ça va revaloriser l'image du pays,
Et même les gens au Cameroun, sur le point financier, ce que ça ramène économiquement dans un pays. Ça permet de remettre à niveau les infrastructures, de construire les stades, quelques routes et autres. C'est toujours ça de gagner. Exactement. Pour nous sportifs, c'est voilà, un événement comme ça. Voilà, c'est le sport qui est mis en valeur. Bien sûr que c'est le foot, mais comme vous avez dit, les infrastructures sportives seront voilà, réaménagées, les routes sont construites et tout ça. Donc ce n'est que du plaisir, ce n'est que du positif pour le pays. Donc, j'espère que tout va bien se passer pour que voilà, ça arrive. Malheureusement, c'est une période de l'année où moi je ne peux pas être là, mais bon, je vais la suivre d'ici loin. Tu connais un ou deux noms des gars qui jouent en ce moment avec les Lions? C'est difficile parce que les nouveaux, je ne les connais pas. Ils sont jeunes, je connais plus les anciens et j'ai des amis parmi lesquels. Mais les nouveaux, je sais qu'il y a un qui est au Canada. Oyongo Bitolo, voilà, qui est pas mal. Je sais que c'est un bon danseur aussi. Moi aussi, j'aime bien danser. Donc, entre nous danseurs, je le suis de loin. Il y a un qui est allé en Chine. Bassogok, voilà, qui était le meilleur buteur. Meilleur joueur de la CAN. Meilleur joueur de la CAN, pardon, je m'excuse. Voilà, donc voilà, juste pour citer ces deux-là. Voilà. D'accord. Et dans la jeune génération, j'imagine les Samuel et autres, bon, tout le monde connaît. Voilà. Alors, pour revenir un peu au basket, qui est ton sport principal, on parlait tout à l'heure, lorsqu'on était chez toi, de Joel Embiid et des camps de basket que tu organises depuis quelques années au pays. Le Cameroun a ceci de particulier, c'est l'un des rares pays africains au sud du Sahara qui compte autant de joueurs, de vedettes à la NBA. Comment tu expliques ça? Comment ça se fait? Alors que c'est pas... On aurait pu penser que peut-être c'est en France qu'ils iraient, ou on aurait pu peut-être imaginer que ce serait davantage les Nigérians ou bien les Ghanéens ou les Sud-Africains. Mais nous comptons aujourd'hui, je crois, 3 ou 4 Camerounais dans la NBA, dans des clubs majeurs, et qui, ma foi, sont les top players. Comment tu l'expliques, toi? Le Cameroun, c'est un pays béni. Hein. Pour moi, c'est la seule explication parce que moi, quand j'ai commencé à faire ces camps, je me disais juste il faut que je redonne quelque chose au pays qui m'a si tant donné. Moi, quand je grandissais, il n'y avait pas de camp de basket. Il y avait peut-être Ruben qui était en NBA, mais bon, lui aussi, il faisait des choses, mais bon, pas à certains niveaux. Et je me suis dit, une fois que j'arrive en NBA, il faut que je fasse quelque chose pour les jeunes. Il faut que voilà, j'essaye d'aider les jeunes aussi à arriver. Il faut que je fasse quelque chose pour le basketball camerounais. Donc, j'ai commencé par le camp. Et pour moi, c'était la chose la plus facile et la plus simple à faire. On ramène les meilleurs jeunes. Pendant 3 jours, on leur donne les fondamentaux de basket. On les fait jouer, on les évalue et on essaye d'aider les meilleurs. Et de là, depuis 2010, aujourd'hui, on se retrouve avec 4 joueurs en NBA. C'est énorme. Partie des camps Lumba Mouté. Bien sûr, c'est énorme. Et voilà, la dernière fois, je jouais contre Joël et je me dis, voilà, il y a 5-6 ans, ce jeune, il était tout petit dans mon camp et aujourd'hui, il est face à moi dans les parquets et il est ce qu'il est aujourd'hui, ce qui est superbe. Mais ça dit beaucoup de ce qu'il y a comme potentiel au Cameroun. J'ai dit, le Cameroun, c'est un pays béni. Pour si peu qu'on s'y mette, qu'on fasse un peu, regardez ce qu'on peut avoir. Et donc ça, je pense que c'est un exemple que tout le monde pourrait... Pour toi, ça doit être un motif de fierté énorme d'avoir des enfants comme ça, qui explosent. Mais bien sûr, je pense que ça peut être adapté dans tous les domaines au Cameroun. Pour si peu qu'on s'y mette et qu'on mette un peu de sérieux et qu'on fasse les choses avec une bonne volonté, les résultats suivent. Et les fruits sont énormes. Et pour moi, j'espère que d'autres personnes, que ce soit... Et il y en a qui le font, des artistes qui le font, des footballeurs, des entrepreneurs, tout le monde qui fait des choses au Cameroun. Mais je pense qu'il faut faire. Il faut aller, il faut faire, il faut mettre du sérieux. Et comme j'ai dit, c'est un pays béni. Vous en mettez du sérieux et les fruits sont très juteux. Alors, ça reste des initiatives, malheureusement, on va dire malheureusement ou heureusement, privées, individuelles. C'est pas toujours encadré, structuré, pensé par les pouvoirs publics. Les camps sont les camps Luc Mbamouté, comme les initiatives comme celle de Samuel pour ce qui est du football et autres. Justement, on parlait des jeunes de cette génération. Il y en a quelques-uns qui sortent de la fondation de Samuel. Mais les institutions peinent à suivre. Est-ce que c'est pas quand même déplorable? Notamment pour ce que tu fais, est-ce que notamment déjà pour les camps que tu as lancés, tu bénéficies de quelques soutiens que ce soit pour
les animer, les pérenniser, et les faire vivre de manière à ce que ça devienne pépinière de talent pour aujourd'hui et demain? Non, pas vraiment, pas comme le souhaiterait, pas comme ça devrait être fait. Mais bon, pour moi, c'est pas ça qui va nous décourager. Hein. Je pense que c'est toute une autre discussion de commencer à parler par rapport à ce que les autorités ou le gouvernement ou quoi que ce soit peut faire pour aider, pour soutenir les initiatives individuelles ou privées. Mais je ne pense pas que ça devrait décourager. C'est pas ça qui doit casser les bras? Non, non, je ne pense pas que ça doit casser les bras. Il faut toujours trouver un moyen de faire. Justement, on a eu les camps. On va avoir quoi demain? Mais aujourd'hui, on travaille sur un projet qui est, pour moi, c'est un projet qui j'espère, va pérenniser mon passage dans le basket camerounais et africain. Oui. C'est le projet d'aménagement et de reconstruction de stades et de terrains de basket. D'accord. Donc aujourd'hui, on a obtenu d'un partenaire à moi à peu près 400 anneaux de basket. Oui. Donc ce qui pourrait faire 200 terrains de basket. Donc le but, c'est de, voilà, dans chaque endroit où il y avait un terrain de basket, où on peut avoir un terrain de basket avec un partenariat local, que ce soit un maire ou une élite locale qui nous donne un endroit où on peut construire le terrain de basket. Avec la fondation, on construit le terrain de basket qui sera la première phase d'avoir le terrain de basket pour que les jeunes puissent jouer au basket. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on a des talents, mais on remarque qu'avec les camps que je fais, tout ce que je fais aujourd'hui, je remarque que les jeunes ne jouent plus autant qu'avant. Oui. Bien sûr, la ville se développe, les terrains sont détruits, mais il n'y en a pas qui sont construits. Oui. Et ceux qui sont là sont délabrés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'une des plus grosses initiatives et l'un des plus gros manques qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas le physique, c'est pas la technique, c'est bon, peut-être les coachs aussi, mais c'est plus les initiatives, c'est plus les infrastructures. Donc, c'est apporter ces infrastructures. Première phase sera de construire les terrains. Deuxième phase sera d'associer avec ça des œuvres communautaires, c'est-à-dire d'encadrer les jeunes, de leur dire venez, vous avez un endroit où vous pouvez jouer au basket, mais pas que jouer au basket, vous faites partie d'une communauté. Si vous êtes dans un quartier, il y a un terrain de basket dans un quartier et tout autour il y a de la saleté. Les gens tombent malades, le palu et tout ça, c'est parce qu'il y a la saleté, la salubrité et tout ça. On prend les jeunes, on leur dit écoutez, vous devez nettoyer, prenez soin de votre environnement. Ils apprennent à nettoyer, ils apprennent à prendre conscience de leur environnement, de soigner ça. Et voilà. Et après, on leur donne des répétitions parce que voilà, c'est aussi pas seulement le sport, mais il faut aussi aller à l'école. Donc voilà, si vous avez besoin d'un répétiteur ou quoi que ce soit, si vous avez des problèmes à l'école, vous pouvez venir dans cet endroit qui sera un peu comme un centre où les jeunes peuvent avoir du sport, ils peuvent avoir des activités qu'ils font dans la communauté et ils peuvent avoir académiquement un répétiteur ou des gens qui peuvent les aider avec les études. Et voilà, c'est les projets sur lesquels on est en train de travailler et on espère que voilà, d'ici 2018, on pourra lancer avec les premiers terrains construits, les premières phases et au fil des années, continuer à élargir le projet dans tout l'étendue du Cameroun et de l'Afrique. Luc Mbah Mouteh, c'est un peu le rêve éveillé que tu es en train de vivre. Le jeune garçon de Yaoundé qui a le Texac à ses pieds pour prendre seulement cette échelle-là aujourd'hui. Ouais, je vis le rêve depuis que je suis parti du Cameroun en fait. Ouais. Parce que moi c'était mon rêve de venir aux États-Unis, de faire quelque chose que j'aimais, le basket, sans pour autant laisser mes études qui étaient aussi très importantes pour moi et ma famille. Ouais. Et voilà, entrer en NBA était encore inimaginable parce que voilà, quand moi j'étais petit, je me disais ouais, je vais aller en NBA, mais quels sont les pourcentages, quelles sont les chances pour moi d'arriver en NBA? Donc je dis toujours que le rêve, je le vis depuis que je suis arrivé aux États-Unis, mais il est devenu réel et je le vis chaque jour depuis que je suis en NBA. Et le message c'est quoi justement? Le message ce serait tout est possible pourvu qu'on y mette un peu de sérieux, c'est ça? Quel que soit l'endroit d'où on vient, je pense que le message, pour les jeunes qui aujourd'hui rêvent à travers toi. Tout à fait, je pense que le message c'est chacun a sa destinée, chacun a son destin, mais vous devez travailler et mettre du sérieux pour arriver à ça. Parce que mon destin c'était de jouer au basket. Voilà. Un autre jeune peut-être c'est de devenir médecin, un autre c'est peut-être d'être artiste ou écrivain, mais il ne pourra que atteindre son destin
que s'ils mettent le sérieux, l'assiduité et qu'ils s'y mettent et qu'ils s'adonnent. Voilà, c'est ça le message. Parce que aujourd'hui, ouais, comme j'ai dit, je suis basketteur, mais je pouvais être autre chose. Ouais. La méthode aurait été la même. Ouais. Je m'y serais mis tous les jours, travailler, faire des sacrifices. Je quittais le pays pour venir ici, laisser ouais. ma famille et tout. Ouais. Faire des sacrifices pour atteindre un objectif. C'est ça, c'est vraiment ça le message. Ouais. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut penser qu'on peut aller plus loin, plus haut encore? Lorsqu'on a ton parcours, ta carrière, on rêve encore de quoi finalement? Mais bien sûr, je peux aller plus haut. Déjà, gagner un titre NBA. Ouais. J'ai jamais gagné de titre NBA. J'ai jamais gagné de titre universitaire. J'ai toujours été en finale, demi-finale. Ouais. Donc j'aimerais vraiment gagner un titre NBA. Dans le palmarès est un objectif aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'équipe Houston, c'est une très bonne équipe. On est premier du championnat, on joue très bien. Ouais. Je pense qu'on a toutes nos chances de gagner cette année. Donc j'espère que ça va se faire cette année. Ouais. Mais après ça, c'est voilà, continuer à avoir cette influence, impacter les gens, ouais. Trouver des possibilités parce que voilà, le basket, pour moi, c'est un tremplin. Ouais. On joue qu'au basket pendant 10-15 ans. Après, ouais. qu'est-ce qu'on fait? Ouais. C'est utiliser ça pour vraiment avoir un impact dans la vie des gens, ouais. Changer les choses dans nos pays, dans nos sociétés. Ouais. Et voilà, être un homme, je ne vais pas dire exemplaire, mais être un role model. Un modèle, voilà, ouais. pour les jeunes de demain. Absolument, absolument. J'étais regardé hier à la télé, le match contre le New York. Ouais. Ouais. Avec grand plaisir. Hein. J'avoue que c'est pas souvent que je regarde des matchs de basket, mais là, je me suis tapé tout le match en entier, avec un énorme plaisir, avec une satisfaction incroyable de voir un frère à un tel niveau et de voir qui est autour de toi, qui t'entoure, des gens qui, de par le monde, suscitent admiration et émotion. On the corner was selling crack, we was wet. Make sure you tell them that. Left on your beat, I said I ain't coming back. Told you stay with cassette, I'm too real for that fat, no I could act. I could never lose, winning with some better Jews. Mansion on the hill with the better views. They was never real, bet they bet I lose. Tell them how you feel, been on me, tell them let them snooze. When we see them, treat them like they fool. Ayo with that Draco, with the half moon. Every time I look up, I be in the news. Talking about what I probably didn't do. All this controversy I done been through. It can never hurt me if it never murk me. Right to beat the snooze, scooter and truth. Know the type really into. I done put Lucino in the bin too. I'm the motivation for the trend too. Tell them bring them something that I didn't do. Say it, wins and them losses, turned us to bosses. Yeah, when I'm started hating, man, that's when they lost us. Yeah, I seen them switch sides on us, they cross us. But I'm never tripping, I feel like that boy, I'm a tourist. Love them. En fait, c'est l'entrée des joueurs. Ouais. Là, c'est le couloir, là où il y a les vestiaires. Ouais. Et donc, c'est ici que moi je veux dire au revoir parce qu'à partir de là, ouais. Ma concentration commence et voilà. On se retrouve après le match. On se retrouve après le match. Très bien. Bon match. Merci. À tout à l'heure. Ouais. That when we recorded in the bathroom, that I take attendance like a classroom. Yo. She crazy, models on the daily.
expérience, nickel. Premier match NBA, hein? Ah? Premier match NBA. Premier match NBA, c'était juste exceptionnel. I've actually known Luke a little bit longer because Darren Collison was a rookie of mine, and they played together at UCLA. So I sort of knew Luke when he played in Milwaukee. But I got to know Luke as a teammate the past few years with the Clippers. And I mean, it's my 13th season in the NBA, and I can honestly say Luke is one of my favorite teammates that I've ever had an opportunity to play with. Yeah. What type of man? Man, Luke is just unbelievable guy. Unbelievable guy. Even aside from basketball, I trust him in all aspects, whether it's basketball, whether it's off the court. We can talk about life, different things that's going on, but I remember I was in Cabo this summer after I'd been traded to Houston, and I was on the phone with, I think it was Coach D'Antoni, and he was like, yeah, we got to fill a few other spots. He was like, we actually got a chance, we can get Luke Bamute. And I was like, what? I was like, we can get Luke here? I was on a golf course, I called Luke, and I was like, man, I'd love to have you in Houston. You know what I mean? Absolutely love to have you in Houston, because Luke is going to do whatever it takes to win. And, you know, I think that's the funniest thing now about the situation here is that Luke is probably Coach's favorite player on our whole team. You know what I mean? And it says a lot about who Luke is as a player, but also who he is as a person. Okay. When did you come in Africa? When am I coming? Yeah. I went a couple years ago to play in that game in South Africa, but maybe this summer. If Luke has something going on this summer, Luke is one of the few guys, like, I think that in Cameroon. Yeah, in Cameroon, that if he ever, you know, I mean, gave me the invitation, told me, like, I'd probably be there in a heartbeat. Yeah, because Luke's just a guy like that. We're working on it. Yes, sir. Appreciate it. Je suis avec la sensation du moment chez les Houston Rockets, Clint Capela. J'ai eu le privilège de regarder son match hier. Marqueur exceptionnel. Ravi de le rencontrer. Alors, on fait un petit documentaire sur lui. Qu'est-ce que je peux dire du basket? Qu'est-ce que je pense de lui? Luc, je l'ai connu cette année. C'est la première fois que je suis dans son équipe. Vraiment un mentor exceptionnel pour moi, il m'aide beaucoup. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup, qui a beaucoup d'expérience dans le basket et en dehors. Donc voilà, tous les jours on parle basket, on parle de musique, on parle même de comment prendre soin de son corps, de tout. J'ai beaucoup appris de lui, les jours de match, après les matchs, comment proposer mieux, plein de petits détails comme ça. Et l'homme, j'ai vu tout de suite que dès le début que je l'ai rencontré, qu'il était vraiment intelligent, que c'était un gars qui a vraiment beaucoup appris ici, qui s'intéresse aussi à beaucoup de choses en dehors du basket. Et c'est vraiment ça qui m'a frappé chez lui, et c'est ça vraiment qui nous a rapprochés de l'Est. On va dire, d'origine francophone. Oui. Parce que toi, tu es suisse de nationalité, tu as aussi une carte d'Afrique en toi. Est-ce que de l'avoir ici t'a aidé plus ou moins à t'intégrer dans cette équipe? Après, vous allez arriver au même moment. Moi ça fait déjà que c'est ma 4e année dans cette équipe, mais voilà, l'avoir un francophone c'est la première fois. Donc, voilà. D'avoir la première fois, franchement ça fait plaisir. D'avoir un francophone dans son équipe, ça m'a vraiment fait bizarre de parler français même ici, avoir un coéquipier, parler français dans les vestiaires, tout ça, et que les autres ne comprennent pas, tout ça, et même les autres ils aiment pas un peu, ils sont là un peu, mais qu'est-ce qu'ils se disent, etc. Et moi j'apprécie ça, j'apprécie ces moments-là, et il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver. On vit au Cameroun ensemble, tu es arrivé au Cameroun ensemble? Quand vous voulez, bien sûr. Quand vous voulez. Merci. Pas de soucis. Merci. What can you say about Luke? The basketer, the man? I can say a lot. He is, I think, above all, an unbelievably great person, professional, and that's what matters most to me. Chemistry, smart, good guy, just all that. Okay, that's the intangibles. He's off the charts. Good. And then basketball-wise, defensively, there's no one better in the league. Offensively, he's better than advertised. He's good.
And he could even do better. I think as he goes and gets more comfortable, he'll be even better. So we're extremely lucky to have signed him this summer. To be honest with you, I don't know how we did it, because he should be in demand for a lot more teams for a lot of more money. So we're lucky. Okay. Thank you. Okay. All right, man. Nous sommes dans les couloirs conduisant dans la salle des actes de la mairie de Houston. Juste derrière moi, dans quelques minutes, Luc Mbah-a-Moute sera fait citoyen d'honneur de cette ville. On va lui remettre les clés de la ville. Une autre preuve parmi tant d'autres que le garçon a fini véritablement par dompter cette ville, le lion indomptable qu'il est, a mis la ville de Houston sous ses pieds, comme je le dis depuis le début de ce documentaire. Nous vous invitons à suivre cette cérémonie. Thank you very much. We appreciate what you do. I'm sure that I think you said you were M12. A few years ago, Mr. M12 launched the Luc Mbah-a-Moute Foundation, a global nonprofit organization dedicated to inspiring children. Even though we're not on the plan, we're on the same team. Therefore, I express the term, Mayor City of Houston, hereby proudly proclaim November 28, 2017 as Luc Mbah-a-Moute Day in Houston, Texas. Congratulations. Well, thank you. I'd like to thank Mr. Mayor Turner and Council Member for this wonderful opportunity and honor. Growing up in Cameroon, I never thought I would be here today receiving this honor, and this is a true testament that I am today for the education I received from my parents. Luc, j'imagine ton émotion. Ouais, c'est assez spécial d'être reconnu par la ville pour les efforts qu'on fait. Déjà, moi étant quelqu'un qui n'est pas d'ici, ça dit beaucoup pour ce que j'apporte dans la ville en tant que joueur et en tant que citadin, avec le travail qu'on a fait par rapport à l'ouragan qui est passé et toutes les actions qu'on mène avec les jeunes de la ville et aussi ce qu'on fait en Afrique. Donc d'être reconnu pour ça aujourd'hui, c'est assez spécial. Ça a beaucoup de valeur pour toi, ça représente quelque chose pour toi. Mais c'est la première fois que je suis reconnu, même au Cameroun, je n'ai jamais été reconnu pour quoi que ce soit. Quoi que ce soit, donc c'est la première fois que je suis reconnu, donc c'est énormément de valeur pour moi. Ça montre que voilà, avec l'amour que je mets dans toutes les actions que je porte, aujourd'hui j'ai cette reconnaissance et puis bon, ça me pousse à continuer à aller de l'avant et continuer à travailler pour aider et continuer à faire ce que j'ai fait. Ça te donne aussi plus de responsabilités, j'imagine? Tout à fait. Ça me donne plus de responsabilités envers la ville de Houston, ça me donne plus de responsabilités aux États-Unis et surtout en Afrique aussi pour continuer à valoriser l'image. Parce qu'aujourd'hui, c'est un enfant africain, c'est un enfant camerounais qui reçoit ça. Donc bien sûr, ça avec les responsabilités, mais bon, c'est le devoir. Pour moi, ça a toujours été mon devoir. Et puis, je prends ça haut la main et puis je fais ce que j'ai à faire. This opportunity is really excited to have Luc as part of the City of Houston's efforts to support our local businesses in exporting their products and services. He's really knowledgeable about the African marketplace, and he's able to actually bring his experience in international business, services, exporting to make sure that our local companies are successful as they expand overseas. Okay. So we are happy to have him here. Yeah, no, we're really excited. You know, it's one thing to actually be here in this country and dream about making sure that your products or services are used overseas, you know, but to have someone who actually knows the marketplace that you're interested in to actually be able to guide you to be successful there is invaluable. Mon expérience de travail avec Luc, je peux dire que c'est quelqu'un de bien. Il a une vision, surtout pour un fils d'Afrique.
arriver à ce niveau dans le monde, comme l'un des ambassadeurs de l'Afrique et encore plus du Cameroun, je peux dire que c'est quelqu'un de bien. Ça fait pratiquement 3 mois que nous travaillons ensemble. Et j'aime sa vision, j'aime sa manière de fonctionner, la manière dont il l'a redonné. Et moi, particulièrement en tant que fils d'Afrique implanté à Houston, et un ancien militaire, l'armée américaine, je pense que Luc aussi m'accompagne bien dans la vision que nous avons pour l'Afrique. Et nous pensons que nous avons beaucoup de choses à faire et le meilleur est à venir. Watch your man, then you should watch your mouth. Bitches is pressed, administer mouth to mouth. You see them stats? You know what I am about? I am the champ, I'm Iron Mike and about. Attention, I'ma need you to face front. You don't want smoke with me, this is a lace blunt. Raps Jackie Chan, we ain't pulling them fake stunts. My crown won't fit on your bum ass lace front.